Depuis le 13 mai dernier, Nouméa et le Grand Nouméa sont le théâtre de grandes violences, incendies, pillages, meurtres, agressions. En parallèle de ces affrontements sur le terrain, le conflit fait aussi rage sur nos réseaux sociaux. Entre haine et entraide, info et intox, en quoi les réseaux sociaux participent à la situation actuelle? Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Contenu haineux, appel à la mobilisation ou encore message de solidarité, depuis le début des violences qui ont éclaté à Nouméa et Grand Nouméa, les réseaux sociaux jouent un rôle non négligeable dans le conflit que traverse le pays actuellement. Ces plateformes permettent la diffusion rapide d'informations en tout genre, vérifiées ou non. Quels impacts peuvent-ils avoir en ces temps troublés? Comment avoir le recul nécessaire sur ce flux d'informations auquel nous sommes exposés? Quelles précautions d'usage pouvons-nous prendre? Pour répondre à ces questions, je reçois ce soir Éric Olivier, coordinateur de la numérique éthique. Vous travaillez depuis longtemps notamment à la formation et la sensibilisation du public aux usages du numérique avec une approche citoyenne. À vos côtés, Aéry Vurlin, plus connue sous le nom de Miss Fortune sur les réseaux sociaux. Vous êtes créatrice de contenu depuis plusieurs années maintenant. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Puis en fin d'émission, nous retrouverons Julie dans sa chronique juridique Ça vous arrive. Aujourd'hui, elle nous explique quoi faire lorsque l'on a besoin d'un avocat. Depuis le début des émeutes, nous sommes nombreux à suivre l'évolution de la situation via les réseaux sociaux. Beaucoup de contenus violents se sont propagés de manière virale. Éric Olivier, vous parlez même d'un déferlement de haine. C'est quelque chose que vous avez observé ? Alors, malheureusement, nous n'avons plus à disposition l'outil Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est plutôt une observation d'ordre personnel et je pense que tout le monde entendra, où les avis d'opinion se confrontent à chaque seconde, chaque minute, que ce soit par un post, donc une publication, un contenu qui va donner un avis, une opinion, souvent à chaud, on y reviendra sûrement derrière. Oui. Et derrière, la contradiction immédiate est à tel point en ce moment à défaut de donner un ordre quantitatif, oui, en termes qualitatifs, on observe des personnes qui sont d'accord d'un point de vue politique ou autre, quel que soit le sujet, et qui, en ligne, en arrivent à se faire une confrontation pour des points de détail. Donc ça montre, je dirais, l'amplitude du phénomène en termes qualitatifs, même si le mot est mal adapté, plutôt que quantitatif, puisque je ne suis plus en mesure, nous ne sommes plus en mesure d'évaluer quantitativement le phénomène. Aéry, vous qui êtes beaucoup sur les réseaux, c'est aussi votre constat ? Malheureusement, avec mes dernières actions, j'ai pu réaliser qu'en commentaire, autant dans le partage de mes publications, etc., c'est vrai qu'il y a énormément de négativité, beaucoup de gens qui utilisent mes contenus pour en profiter, donc donner des avis qui sont pas forcément très bienveillants, et c'est ça qui nous manque maintenant, c'est la bienveillance. Ça devrait être comme la peur, ça devrait être aussi contagieux. Mais la bienveillance, malheureusement, a beaucoup plus de mal à être là. À percer. Après avoir déclaré l'état d'urgence, le gouvernement français a décidé de bloquer TikTok, plateforme très populaire auprès des jeunes. Une première en France. Le gouvernement a accusé le réseau d'avoir contribué à, je cite, la propagation des troubles insurrectionnels à l'ordre public. Éric Olivier, selon vous, les réseaux sociaux peuvent-ils avoir un tel pouvoir ? Bien, j'ai envie de dire, malheureusement, s'ils utilisaient la bienveillance à bon escient, ce serait un effet contraire. Peut-être que nous aurions tous des drapeaux blancs, pour l'exemple, de manière apolitique, sur nos bannières. Malheureusement, chaque réseau social a sa part de l'eau, je dirais, dans la dégradation du niveau d'information partagée et en termes de ce qu'on va appeler trafic d'influence. C'est-à-dire que sur un réseau tel que TikTok, qui est plutôt orienté vers la jeunesse, format court, vidéo, 2 minutes, voilà, on est sur quelque chose d'assez dynamique. Donc en ce moment, les vidéos qui tournaient, sauf erreur de ma part, je suis très peu friand de cet outil-là, recensaient ou remettaient en ligne finalement des vidéos captées sur le terrain à Nouméa ou dans le Grand Nouméa, qui étaient des vidéos violentes. Donc ça participe indirectement à une agitation, on va dire, des colères, de la haine, parce que le public jeune, quel que soit le sens de l'agression, quel que soit l'agresseur ou l'agressé et la victime, le contraire existe, et du coup, ça a sûrement mobilisé les jeunes très fortement. Mais sur d'autres réseaux sociaux, moi je ne suis présent par exemple que sur LinkedIn, pour la première fois de toutes mes publications, j'ai dû retirer un post. Face à une incompréhension, je préférais couper l'herbe sous le pied de toute remarque, toute dégradation de la situation, et c'est souvent la bonne attitude à avoir. Mais les cibles ne sont pas les mêmes. Si on prend Facebook, c'est le grand public qui va être touché. Les réseaux. Si on prend LinkedIn, ce sont plutôt les
Les cadres, je donne le mot de cadre parce que c'est un outil très utilisé par les cadres, mais pas que. On a quand même 60 000 usagers, en gros, LinkedIn sur le territoire, 180 000 pour Facebook. TikTok, nous n'avons pas de chiffres à date avérés. Mais encore une fois, chaque réseau social participe en tant que média, finalement, comme le choix d'une ligne éditoriale, involontairement ou volontairement, c'est encore un autre sujet, à attiser les émotions, les colères, pourquoi pas donc les haines au bout. Est-ce que vous avez par exemple des exemples, des cas de figure où les réseaux ont été des outils de révolte ? Alors, j'avoue que mon expertise est très centrée sur la Calédonie et le Pacifique, que ce soit en gestion de crise ou dans le cadre du numérique. Pourquoi ? Je tiens à l'expliquer tout d'abord. C'est que je suis convaincu de longue date que la Nouvelle-Calédonie, notamment, peut proposer un nouveau modèle de société. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce champ-là. Donc l'intérêt n'est pas forcément de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, même si nous sommes immergés avec plus de 5 milliards d'internautes et près de 5 milliards d'usagers des réseaux sociaux, dans un web mondial duquel la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas en termes d'opportunités, de risques ou d'influence. Par contre, en termes d'outils dédiés au Pacifique, je tiens à souligner une initiative qui a été proposée en 2017 lors du premier hackathon organisé notamment par l'Observatoire numérique, l'Université de Nouvelle-Calédonie et d'autres acteurs, sous la houlotte de Charlotte Ullmann. Du coup, lors de ce hackathon, un des projets proposés s'appelait « Et si demain ?», 3 petits points, et qui correspondait à une plateforme en ligne, disponible pour tous les Calédoniens essentiellement, puisque être à l'extérieur du territoire pour comprendre le territoire, je pense, reste un exercice très difficile, qu'on soit média ou politicien ou chargé de dossier, qu'importe. Et cette plateforme proposait tout simplement de donner des actualités, type un peu des pêches AFP, donc du fait, non troublé ou biaisé par des influences quelles qu'elles soient bien sûr vérifiées, on y reviendra, alimenter cette plateforme avec des vrais journalistes au sens noble du terme. Le métier de journaliste est très dur à date, mais c'est aussi leur rôle que de vérifier les sources. Et puis derrière, permettre un échange en mode projet positif, bienveillant. Plutôt que d'avoir laissé d'autres réseaux sociaux attiser les haines notamment. Peut-être que cet outil, alors on pourrait toujours réécrire l'histoire une fois qu'elle est déroulée, mais cet outil, je pense par exemple, aurait pu être très bénéfique pour engager le dialogue d'une forme différente et en tenant compte, justement pour revenir sur l'exemple de TikTok indirectement, en tenant compte de la voix d'expression des jeunesses calédoniennes. Oui. Aïri, vous étiez présente sur TikTok, mais votre compte a été supprimé il y a quelques jours. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je faisais des publications sur Facebook où je demandais de l'aide. Voilà, je faisais un appel à l'aide pour toutes les personnes qui me suivent. Et ces publications-là, je les repartageais sur mon TikTok. Le truc, c'est que ça aurait très bien pu être supprimé pour n'importe quelle raison. Non, là, mes publications ont toutes été signalées les unes après les autres. Et à force d'être signalées, le compte est banni définitivement. Donc, elles ont été signalées par pas forcément des abonnés. Pas forcément des abonnés, mais en tout cas des gens qui me suivent. D'accord. Si je peux me permettre juste de préciser, puisque c'est une très belle action que tu as menée au sein d'une zone géographique plus ou moins grande, puisque les réseaux sociaux s'affranchissent de la distance. Mais en temps de gestion de crise, un des soucis majeurs qu'on observe, c'est le manque d'équité dans les traitements. Je prends un exemple autre. Si une distribution alimentaire doit être organisée, il faut absolument qu'elle soit équitable. On ne peut pas donner aux uns, je vais caricaturer et pousser le trait, du saumon fumé avec des petits pois à carottes, et de l'autre côté, des pâtes et du riz, sans compter la temporalité. Donc, quand on est dans des actions de solidarité, et encore bravo pour ça, ce qui est dur, c'est que ça va créer des frustrations chez ceux qui n'en bénéficient pas. Parce qu'on ne peut pas honorer toutes les demandes, et c'est peut-être un des éléments qui a joué, donc qui est à cheval entre la gestion de crise, la situation de crise, et l'usage des réseaux sociaux. Alors là, l'État a ciblé TikTok, mais pas les autres réseaux. Pourquoi, à votre avis ? Alors moi, j'ai une lecture, mais si tu en as une, je te... Je pense justement parce que ça joint les jeunes. Nos jeunes, en plus, en France, sont beaucoup plus sur TikTok maintenant, vu que c'est le réseau qui est en train de prendre le monde dans une vague immense. Même Facebook et Instagram n'avaient pas autant d'influence que ça. Donc, je me dis, ils se disent peut-être que ça va faire attiser la haine pour les prochaines générations. Est-ce que... J'en ai aucune idée. Je trouve ça stupide, personnellement. Pour ma part, après, attention, je ne sais pas qui a décidé ou à quel niveau, puisqu'on a connaissance du niveau d'application, c'est-à-dire sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, éventuellement repris par une autorité ou une autre. Mais en fait, il y a, je pense, une méconnaissance de l'usage de TikTok.
Faut savoir qu'une des vidéos les plus vues en Calédonie avant la crise, il s'agissait d'une demoiselle, sauf erreur, qui se déguisait en elfe en faisant tut, 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 tut. Donc je ne pense pas que ça a eu un quelconque impact. Donc c'est pas forcément sur un cet plus violent que historique, sur un autre réseau. mais c'est plus, je pense, le phénomène à nouveau d'alimentation rapide en vidéo qui est très consommé par les jeunes. C'est le pour format permettre peut-être. d'apaiser la jeunesse calédonienne dans sa pluralité qui est très grande aussi, pour éviter de surenvenimer, je dirais, la situation. Pour les autres réseaux sociaux, on est sur des outils de communication assez indispensables, que ce soit pour les collectifs citoyens qui se sont montés, les actions de solidarité, au même titre que les médias. Maintenant, le support média, je prends l'exemple, j'ai fait une recherche, alors attention, c'était il y a une semaine, voilà, mais les sites informationnels et institutionnels, que ce soit le Haut-Saria, le gouvernement, la province ou une commune, dans la zone qui me concerne, n'avaient aucune mention d'un bouton, par exemple, pour nous rediriger vers les informations essentielles, les numéros de secours, les numéros d'appel. Et tous les canaux de communication, même institutionnels à date, passent en majeure partie par Facebook. Pourquoi ? Parce que plus de 180 000 usagers en Nouvelle-Calédonie, 90% d'équipements en téléphone portable, au moins l'information, elle est immédiate. Donc, vous l'avez dit, les réseaux sont aussi vecteurs d'entraide. Aéry, sur Facebook, vous avez mis vos abonnés à contribution pour relayer justement des appels à la solidarité, des messages qui ont été partagés pour certains plus d'une centaine de fois. C'est aussi à ça que ça sert les réseaux ? Pour moi, de base, c'est ça. J'ai commencé TikTok et Facebook, c'était vraiment pour me moquer déjà de la société dans laquelle on vit. De façon complètement indirecte, je me moquais de la société dans laquelle on vit. Ça a toujours été sur un trait d'humour, mais ça critiquait toujours autant la façon dont on vit. Et là, ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est de voir que les gens enfin s'en rendent compte. C'est dommage de leur mettre le nez dans le... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour qu'ils comprennent quelles sont les injustices d'une part, mais quels sont aussi les points où il faut qu'on travaille. Et moi, mon rôle, depuis le début, j'ai toujours pensé que c'était dans le social. Faire entendre des voix qui n'ont jamais été entendues jusque-là. Là, on a quand même des gens qui demandaient juste du riz. Donc ça, c'est des messages que vous receviez en MP, comme on dit en message privé ? En MP, alors j'ai aidé à peu près plus de 500 personnes jusque-là. Donc j'ai fait plus de 500 messages, traité des messages. Mais encore aujourd'hui, je reçois des messages en privé. C'est pour régler leurs problèmes. Voilà. Mais alors les réseaux, par définition, ils nous relient, ils nous connectent. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle information va atterrir sur notre fil d'actualité ? Alors c'est un exercice de style à cheval entre différentes techniques. Alors je tiens juste à rebondir sur ce que tu proposais. Les réseaux sociaux ne font ressortir que la nature profonde que l'on va avoir, sous couvert d'anonymat éventuellement, donc c'est plus facile d'aller attaquer. Et sortir les gens de leur zone de confort, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou dans leur état d'esprit, reste un exercice difficile. Bravo pour l'avoir tenté et continuer à le faire. Donc du coup, on va avoir effectivement des algorithmes qui vont observer des programmes. Les algorithmes, ce ne sont que des programmes. Même un outil tel que Facebook est un programme, c'est un site. Bref. Donc du coup, qui vont observer les comportements de vos premiers usages. Exemple, si je cherche que des Twingo vertes, un véhicule, parce que j'ai besoin d'acheter un véhicule ou de le vendre, je vais être alimenté autour de ces thèmes, de ces deux mots-clés, qui vont être la Twingo, un modèle de voiture, alors je vais citer une 107 et une, pas d'obédience, et la couleur verte, par exemple. Oui. Je prends un exemple très simple. Donc derrière, ces algorithmes vont observer notre côté passionné à l'instant T sur ce type de recherche, et vont nous proposer des contenus qui sont rattachés à ça. Vous pouvez remplacer la Twingo par un parti politique ou une obédience, vous pourrez remplacer la couleur par un infléchissement, une volonté sociétale. Je prends l'exemple extrême en termes d'organisation sociétale, mais l'ultralibéralisme ou le communisme. Voilà, comme ça, je sors des termes néo-calédoniens. Et donc ensuite, avec ces algorithmes et qui vont être mis en lien entre nos recherches, nos réseaux, c'est-à-dire avec qui nous communiquons, qui a sorti par exemple ces Twingo vertes, si c'est quelqu'un qui est dans notre réseau, on va avoir une double chance, pour simplifier l'exemple, que son contenu arrive sur notre fil d'actualité. Fil d'actualité qui correspond sur la plupart des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, je vais m'appuyer sur Facebook et LinkedIn notamment, mais c'est-à-dire c'est le fameux mur où défile à la fois de la publicité commerciale, ce que partagent nos collaborateurs, pourquoi pas une annonce du réseau. Donc ça va être principalement pour faire de la publicité en fait. C'est de la publicité très mal ciblée d'ailleurs à date, puisque lorsqu'on a une application sur son téléphone où on consulte un jeu gratuit, donc qui va s'alimenter grâce à la publicité, lui c'est son modèle économique, des fois on a Facebook installé sur notre téléphone, on reçoit une pub pour Facebook. Donc est-ce que c'est productif, contre-productif d'un point de vue commercial ? Je laisse à chacun
le choix d'apprécier. Est-ce que, donc plus on passe de temps sur un post ou une vidéo d'un genre, plus on nous en propose, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est aussi sur ce type d'algorithme que les créateurs de fake news s'appuient, justement, ou alors est-ce qu'ils jouent plutôt sur des leviers émotionnels ? C'est complètement les leviers émotionnels. Bon, là, ils ont de la chance parce qu'en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est dans les algorithmes de partout, là. Et donc, ils en profitent. J'ai vraiment du mal à penser que les gens peuvent être assez mauvais pour se dire « Ah, je vais publier ça juste pour... je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour alimenter quelque chose qui ne devrait pas être ici ?» Complètement. Pour attiser... Et c'est terrible. C'est terrible parce que là, en ce moment, maintenant... Là, ça fait 1 mois que je ne suis pas sortie de chez moi. Je suis sortie aujourd'hui pour la première fois. Le regard des gens est complètement méfiant du début jusqu'à la fin. De mon quartier jusqu'ici... Le regard des gens a complètement changé. Pourquoi ? C'est sûr qu'il y a eu les attentats, mais il y a aussi le fait que toute la journée, ils sont sur les réseaux sociaux à se faire matrixer. C'est terrible. Olivier, oui. C'est vrai qu'on a toujours... Il faut se poser la question à qui profite le crime, entre guillemets. Le mot crime étant très lourd de sens en ce moment. Je rejoins complètement la partie émotionnelle qui va être utilisée comme un des outils pour faciliter la propagation. Derrière, ça reste appuyé quand même sur des données, un socle de données largement disponible, quel que soit le point dans lequel on est dans le monde. Et c'est un mélange des deux. Derrière, encore une fois, à qui profite le crime ? Parce que pour certains, ça va être tout simplement avec un titre accrocheur sur un média X ou Y, pas du tout vérifié, pas du tout fiable. Je prends l'exemple du Gorafi, qui était un site satirique au début, que personne n'avait compris que c'était le Figaro pris à l'envers, pour dire, justement, on est dans la satire et l'humour, quelque part, et on pousse les traits, comme pouvait le faire par exemple un certain Charlie Hebdo en termes de médias, sans prise sans jugement aucun. Et donc on a ces données qui sont utilisées, le côté émotionnel qui va favoriser la propagation et surtout de se camper dans sa posture première, quel que soit son avis. Et derrière, encore une fois, si on arrive sur un média qui s'alimente sur un modèle de publicité, eh bien on va aller consulter un article dont le titre est très accrocheur. Je me passe des expressions et noms d'oiseaux pour ce type d'article de médias, ce qui va permettre à ce site-là d'être alimenté en publicité. Donc la personne qui le fait, qui va tenter un trafic d'influence ou utiliser des moyens déviants, peut le faire dans son intérêt, par exemple pour partager son avis politique, peut le faire dans un sens intérêt économique, parce que ça va l'amener sur un site qui va le rémunérer pour son action, et de manière plus large, peut le faire pour des enjeux économiques encore plus grands. On a également vu ces derniers temps des posts et des vidéos créés par l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, comme on dit, peut jouer un rôle justement dans la propagation de ces fake news ? Complètement. Récemment, il y avait une liste qui apparaissait sur mes réseaux sociaux, une certaine liste de 60 points. Déjà, je la trouvais condescendante au possible, mais en plus, plus on lit la liste, plus on réalise ça a été fait par une intelligence artificielle. Il y a énormément de choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas vérifiables, du coup. Et oui, l'intelligence artificielle on se dit, il va me résumer ça, mais ça ne fait pas que résumer. Ça a attisé énormément de haine par derrière. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis lésés d'une part, mais d'autres qui se sont ralliés derrière. Et ce qui est terrible, c'est de rallier les gens pour des mauvaises raisons. Et ça, c'était vraiment de très mauvaises raisons qui étaient là. Est-ce que ça joue aussi sur la forme ? Parce qu'on va voir un contenu qui va avoir l'air plus, vrai, réel, réaliste ? Alors malheureusement, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perceptions de la réalité, avec des points d'observation très différents. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, c'est le même cas de figure. On va avoir des personnes qui vont utiliser un outil qui d'ailleurs n'est pas forcément à jour en termes de base de données. Le fameux ChatGPT, suivant la version gratuite avant quelques temps, s'arrêtait. En fait, vers 2022, même l'approvisionnement d'informations, mais entre 2022 ou 2023, qu'importe, et aujourd'hui, en 2024, il y a énormément d'informations qui ont été générées. Chaque jour sur Internet, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler les bibliothèques d'Alexandrie qui sont déversées. Il y a la forme qui vient en plus. Les intelligences artificielles, quand on les sollicite, on n'a pas d'intelligence artificielle qui va créer quelque chose toute seule. C'est important, à date, de le resituer. Mais quand on les sollicite, elles peuvent nous créer un support écrit sans vérification possible des données sources, parce qu'on ne sait pas sur quel site elle s'appuie. Oui. Elle a englobé les données disponibles sur le web avec quelques modérations, quelques sites interdits pour des raisons déontologiques ou légales. Et de l'autre côté, elle va pouvoir générer également des images, des visuels. Moi, je vais prendre un exemple très simple qui va illustrer le propos, je pense. Il y a quelques mois déjà, au début, ça fait 1 an que ChatGPT est très à la mode, ou Bard ou autre outil, parce qu'on n'a pas d'obédience.
Et en fait, on avait sollicité une des intelligences artificielles pour générer l'image d'une femme calédonienne. Elle s'est appuyée sur des données. Très honnêtement, ça ressemblait plus, moi, dans ma perception, à une femme girafe, vous savez, en Afrique, avec ses colliers, ses anneaux, qu'à une femme de la Nouvelle-Calédonie. Quel que soit son métissage, j'ai envie de le proposer comme ça. Ouais, il prenait les références de pays qui pouvaient se rattacher visuellement à la... Oui, j'entends. Et c'est le même constat, d'ailleurs, j'en profite, parce que en termes de responsabilité, elle est collective, elle est sociétale sur la situation. Loin de moi l'idée d'accuser telle ou telle personne, assurément, ou telle partie. Exemple, dans la communication marketing digitale, ont été longtemps utilisés plus par certains secteurs que d'autres, mais ça, c'est pas le propos, ce serait cibler quelqu'un, des images d'Afro-Américains, de Caraïbéens, de Polynésiens, voire, je prends l'exemple des Polynésiens qui accueillaient, sans rien avoir contre les Polynésiens, mais au Phare Amédée ou au port, à Nouméa, on a eu plein de biais qui se sont cumulés. Et quand c'est en 4x3 dans les rues, même des proches et des collaborateurs mélanésiens, en fait, ne faisaient plus attention à ces stigmates, entre guillemets. C'est un exemple. Le sens inverse existe, attention. Et en fait, c'était devenu invisible. Mais en fait, on y est bien soumis en termes d'hygiène mentale. Ça rentre dans l'inconscient et ça alimente aussi de manière. Merci d'en parler. Ça faisait longtemps que je le disais, que les images qu'on utilise pour nos réseaux sociaux, surtout nous, ici en Nouvelle-Calédonie, pourquoi est-ce qu'on utilise les images d'ailleurs ? On a des gens très beaux ici en Calédonie, on a des gens vrais ici en Calédonie. J'ai l'impression qu'on utilise le reste du monde pour essayer de nous représenter, nous, alors que la Calédonie a toujours été un monde à part. On ne va pas se mentir, on n'a jamais été vraiment dans les cordes de tous les autres pays du monde. On a vraiment une identité à nous. Le problème, c'est qu'on essaie de se rattraper dans les images des autres. Non, c'est pas... Alors, pour revenir sur les réseaux sociaux, donc ces IA qui génèrent des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, on les utilise. Sur les réseaux, donc, on transmet ces infos, ces infos deviennent virales parce qu'on les reçoit et on les partage quasiment dans la foulée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On se dit que ça va être utilisé par quelqu'un d'autre et que cette personne-là pourra vérifier par elle-même. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, quand on a une information, la première chose qu'on devrait faire, c'est commencer à se poser la question. Où est-ce que je pourrais aller trouver la vérité? Où est-ce que je pourrais avoir la réalité de cette information? Et je pense que merci aux gens avec qui j'ai travaillé en hôtellerie. La première chose qu'on faisait, c'était quand même d'aller à la racine même de l'information. C'est-à-dire comment vous faites quand vous voyez par exemple passer une fake news ou une information qui vous semble douteuse, quelle est votre réaction sur les réseaux? Une fake news, déjà, dès que j'ai une nouvelle, je vais déjà voir la personne qui l'a partagée. Je vais dire, tu l'as eu où cette information? Si déjà la personne n'est pas au courant, je ne partage pas. Je signale même des fois l'information parce que c'est à quoi ça sert de partager des choses qui sont fausses? Alors il y a effectivement la vérification des informations qui est très importante en doublant les sources minimum, c'est-à-dire aller à la racine, c'est tout à fait le premier réflexe à avoir. Même en amont, se poser la question, si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Si c'est trop horrible pour être vrai, c'est pas forcément vrai non plus. Alors attention, ça n'empêche pas que nous soyons dans un monde très violent, la société au global, je parle pas que de la Calédonie. C'est très violent, on est soumis encore une fois à un lot d'images en permanence, on a du mal à filtrer. Sortir de sa zone de confort, du métro boulot dodo, tout le monde n'en est pas capable, je dirais. Et c'est la partie émotionnelle qui va faire qu'on va repartager quelque chose qui, encore une fois, alimente notre vision, qu'elle soit ronde, carrée, triangulaire ou autre parallépipède. Ça nous touche aux tripes tout de suite. Ça nous touche aux tripes. Alors soit on va le dire, regardez ce qu'ils disent, c'est complètement nul, c'est complètement faux. Ou à l'inverse, regardez, la vérité, elle est là. Et sans avoir fait le travail de vérification... Donc, quel est le bon comportement à avoir, justement? Quelles seraient les précautions à prendre? Déjà, vérifier aussi la temporalité de l'information. C'est-à-dire qu'un post qui est repris qui a été vu, je caricature, 1 million de fois, partagé des centaines de milliers de fois, en fait, il date de déjà plusieurs semaines ou mois, voire années dans certains cas. Dernièrement, c'était une information de 2019 qui était ressortie. Donc ça, c'est facilement... on le voit tout de suite. Mais on le voit tout de suite, sans parler d'une capture d'écran avec où c'est de l'anonymat pur, une image dégradée. Parce que maintenant, entre justement la belle qualité de production que peuvent proposer des intelligences artificielles et le côté artisanal... Alors pour ceux qui avaient vu le film The Blair Witch Project, c'est un film d'horreur, mais ce que je veux dire, c'était la première fois qu'on filmait en caméra portée quasiment. Ça a donné un effet de réalisme impressionnant. Et en fait, on est à cheval entre ces notions-là. Donc plus ça nous paraît vrai, plus on va le propager. Et malheureusement, sans avoir vérifié. Deuxième point important,
Ne pas croire que ce sont les jeunes, hors temps de crise peut-être actuels, qui partagent le plus. Ce sont en moyenne, d'après certaines études au niveau mondial, les plus de 60 ans. Parce qu'ils ne sont plus étonnés à date de ce qui se passe. C'est-à-dire, eux, ils ont découvert peut-être la télévision étant enfants, Internet, ils le subissent. Qu'ils utilisent ou pas les moyens de paiement en ligne, bon, quand même, c'était mieux avant, quand on donnait les pièces aux marchands, ce qui est vrai ou faux, c'est à chacun de choisir. Mais, mine de rien, ce sont des personnes qui ont pourtant une capacité de recul et d'expérience de vie assez riche, qui vont être les plus propagateurs en temps normal de fake news. Donc, les derniers points quand même, ne pas oublier qu'on peut signaler ça sur internet-signalement.gouv.fr. L'adresse est un peu longue, mais on pourra l'afficher à l'écran. Que ce qui se passe en ligne, si c'est une injure, si c'est une critique, ou si c'est vraiment du trafic d'influence, incitation à la haine, c'est préjudiciable à hauteur de 1,5 million francs pacifiques, voire 6 millions. Et surtout, qu'on peut porter plainte au niveau des services de police et de gendarmerie, ou forces de l'ordre, qui sont évidemment débordés à date, mais qui font un vrai travail de fond en Calédonie. Le sujet qui traitait prioritairement, c'était plutôt le cyberharcèlement auprès des jeunes et la pédopornographie. Mais là, le scope, je pense, va changer un petit peu. En sachant qu'on n'est pas toujours anonyme, on n'est jamais anonyme en fait. L'anonymat n'existe pas justement sur les réseaux. Complètement. Et le bon sens général devrait nous appeler à faire le même type de démarche, c'est-à-dire, je vois, si c'est un ami qui est dans mon répertoire, je l'appelle, t'es sûr, t'as posté ça, ça devient d'où? Mais même à d'autres échelles, si c'est une relation professionnelle sur LinkedIn, les dérives commencent à arriver sur LinkedIn, qui était pourtant plutôt propre en termes de comportement, posture, alimentation de sujets. Donc allez plutôt sur un réseau social de type LinkedIn si vous voulez des informations qui sont au moins portées de manière non anonyme, c'est-à-dire qu'on se présente en tant que tel. Certains ont un pseudo, peut-être pour des raisons de... On avait reçu King Taz ou je ne sais plus quel humoriste qui recevait également beaucoup de critiques, des fois pour des raisons de protection individuelle et de liberté d'expression. On se retrouve un peu coincé, malheureusement. D'accord. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de l'émission. Je vous propose avant ça de retrouver Julie pour sa chronique juridique. Ça vous arrive. Elle nous explique aujourd'hui quoi faire si l'on a besoin d'un avocat, que ce soit pour des simples conseils ou pour entamer une procédure. Ça vous arrive d'avoir besoin d'un avocat. Vous avez reçu une convocation au tribunal, vous souhaitez engager une procédure ou tout simplement être conseillé. Peut-être que les honoraires, c'est-à-dire les frais d'avocat, peuvent être pris en charge. L'avocat fixe librement ses honoraires dès le premier rendez-vous dans le cadre d'une convention d'honoraires. Avant de prendre rendez-vous, la première démarche à faire, vérifiez vos contrats d'assurance. Selon la nature du litige, vous avez peut-être souscrit une clause juridique dans le cadre d'un de vos contrats assurance, voiture, carte bleue. Ou vous avez peut-être été assez prévoyant en signant un contrat de protection juridique. Ces clauses ou contrats prévoient les conditions d'application, d'exclusion, les montants pris en charge par votre assurance dans le cadre de procédures. Alors vérifiez vos contrats d'assurance. Les conditions particulières, celles que vous avez signées, et les conditions générales, le petit livret qui les explique. Vous n'avez pas de clause juridique ? Vérifiez vos revenus. Les frais d'un avocat ou d'un huissier peuvent être totalement ou partiellement pris en charge, selon votre situation de famille, les personnes à charge et les revenus du foyer. Il existe 2 systèmes d'aide en Nouvelle-Calédonie. L'aide juridictionnelle, quand on est poursuivi ou convoqué dans le cadre d'une infraction pénale qu'on a commise. L'aide judiciaire, quand on est victime d'une infraction ou pour tout autre problème lié à la garde d'un enfant, à un contrat de travail, à un contrat d'assurance, à un contrat de responsabilité civile. Attention, si vous bénéficiez d'une aide partielle, une partie des frais d'avocat sont gratuits, une partie reste à votre charge et l'avocat fixe librement la partie restant à votre charge. Alors lisez bien vos contrats d'assurance, comprenez-les et renseignez-vous le plus tôt possible pour être au mieux préparé pour une procédure. Merci Julie, merci à mes invités Éric Olivier et Herri Vurlin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être un mot pour finir, un conseil ou un message pour ceux qui nous regardent et qui s'inquiètent de la situation, Herri ? Oui, si vous êtes créateur de contenu ici en Nouvelle-Calédonie, si vous avez rien que 2 personnes qui vous suivent, c'est déjà une audience énorme. Publiez de façon... en étant gentil déjà d'une part avec vous-même et avec les personnes qui vous suivent, et aussi de façon vraie. Donc, si vous venez avec des informations, vérifiez-les d'abord, voilà, tout simplement. Éric Olivier. Ne lisez pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Prenez du recul, respirez au moins 3 fois, et puis déjà, si vous devez faire un commentaire ou un retour ou un partage, reprenez le temps d'y penser, au moins quelques minutes, ça ne changera pas la face du monde que vous le partagiez ou pas,
Mais rester sur des actions solidaires et bienveillantes, c'est la priorité du moment pour moi. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Bonne soirée et prudence.